Allô, allô, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais le bilan de ce que j'ai lu cet automne dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où je vais faire le bilan de mes lectures des derniers mois. Je participais cette année encore au Pumpkin Autumn Challenge qui est organisé par Gimose de la chaîne Notarié de Gimose. C'est un défi qui se déroulait du 1er septembre au 30 novembre. J'avais annoncé ma pile à lire à la fin du mois d'août, début septembre. Et je vais vous mettre dans la barre d'infos le lien vers la chaîne de Gimose et la vidéo de présentation du challenge de cette année. J'ai beaucoup de livres dont je vais vous parler aujourd'hui, alors allez vous prendre un petit breuvage ou installez-vous confortablement parce que dans les derniers mois, j'ai lu 15 livres. Par contre, là-dedans, il y a 2 abandons, donc est-ce qu'on les compte vraiment dans les lectures faites? Pas tant. Et il y a aussi 3 livres dont je vais vous parler dans une autre vidéo plus tard parce que je prépare des petits concepts. Alors je vais donc vous parler d'une douzaine de livres. Là-dessus, il y en avait 7 qui étaient prévus sur ma pile à lire, donc vous devinez qu'il y a eu plusieurs ajouts parce que j'aime faire des pales et j'aime soit ne pas les respecter ou y faire des ajouts. C'est comme ça. Alors on y va dans un instant. Juste avant, je vais vous dire que comme d'habitude, toutes les informations sur les livres que je mentionne se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que les liens vers les chaînes que je mentionne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit, à faire un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et on se lance. Dans le menu Automne frissonnant, j'avais mis plusieurs livres. Le premier, c'était Du thé pour les fantômes par Chris Vuklisevich, qui est une autrice française, si je ne me trompe pas. Je l'avais vu passer sur la chaîne de ma copine Karine, Mon Coin Lecture, et aussi sur celle de Floris, qui est la chaîne Flowfly. On suit dans ce livre-là 2 sœurs, Agonie et Félicité, qui sont une sorcière, l'autre passeuse de fantômes, et puis leur mère décède. Elles ne se sont pas vues depuis des décennies, et à la mort de leur mère, elles doivent se revoir, travailler ensemble pour essayer de faire passer le fantôme de leur mère. Et j'ai commencé ce livre-là dans mon vlog d'automne cozy. Et vous ne l'avez pas vu parce que j'ai fini le vlog avant d'avoir fini le livre, mais je l'ai abandonné. En fait, je l'ai abandonné à un peu moins de la moitié, environ 40%. C'est un livre avec vraiment beaucoup de réalisme magique. Et pour moi, le réalisme magique, ça ne fonctionne pas souvent. Il faut que ça soit fait d'une façon très précise pour que je réussisse à embarquer, et dans ce cas-ci, ça n'a pas fonctionné pour moi. C'est un roman où l'ambiance, l'atmosphère était assez lourde. Pas beaucoup de positifs, là, beaucoup de négatifs, des images un peu sombres, glauques. Je me suis pas du tout attachée aux personnages. Je les trouvais pas intéressants, j'avais pas envie de savoir qu'est-ce qui allait leur arriver. J'ai trouvé en fait désagréable toutes les 2-3. J'avais aussi souvent l'impression qu'on n'était pas dans l'intrigue principale. Pour moi, c'était trop long avant qu'on sache que... En fait, c'est trop long avant que les 2 sœurs se mettent à travailler ensemble pour sauver le fantôme de leur mère. On dirait que je trouvais ça vraiment, vraiment interminable. Puis finalement, il y avait des mystères, puis j'étais pas tant intriguée. J'avais pas envie nécessairement de savoir qu'est-ce qui s'était passé. J'avais jamais vraiment envie de reprendre le livre quand je le déposais, donc je l'ai abandonné parce que c'est terminé pour moi de continuer des livres qui ne m'emballent pas tant que ça. Donc c'est un abandon pour moi malheureusement pour ce premier livre. Ça commence bien. Ensuite, j'ai lu Congé de Cassie Bérard, un roman québécois. Dans ce petit roman-là, qui est assez court, on va suivre Clémence, qui est une policière. Elle est en congé. Elle va quitter sa ferme familiale où elle habite, là, dans le fond, mais elle habite pas avec sa famille, là, elle est adulte, pour aller au Maine. Elle va aller visiter son ex-amoureux qui a laissé un manuscrit chez elle, donc elle va aller lui rendre. Et puis, on a un narrateur externe qui nous raconte tout ça, puis qui commente aussi tout le long du roman et qui nous donne des informations sur le passé, donc sur ce qui s'est passé dans cette ferme-là, dans ce village-là et dans la famille, les générations précédentes de la famille de Clémence. Et moi, je l'ai vraiment bien aimé, ce court roman-là. Là, c'était pas un coup de cœur, mais ça se lisait super bien.
J'ai adoré la narration, j'ai trouvé que les mystères, l'ambiance, tout ça était bien installé. Puis il y a vraiment un thème aussi de féminisme là, qui est sous-jacent. Ça, ça m'a beaucoup plu. Par contre, on dirait que je trouvais qu'il en manquait. J'en aurais pris plus. J'en aurais voulu plus sur l'état mental de Clémence. Parce qu'elle vit des choses que je ne vous dirai pas, mais on dirait que j'avais envie d'en savoir plus sur comment elle se sentait, elle, là-dedans, parce que c'est seulement effleuré, mais j'aurais aimé en savoir plus sur ça. Aussi, on nous donne des pistes sur les générations précédentes, ça aussi, j'aurais voulu en avoir plus là-dessus. Il y a quelque chose qui se passe quand elle est au Maine, à l'hôtel. C'était pas tout à fait complet pour moi, donc j'ai aimé ce roman, mais je suis restée un petit peu sur ma faim. Je lui ai donné 3,5 étoiles. Ensuite, j'ai aussi lu Frappe à bord de Mireille Gagné, qu'on a vu beaucoup passer là, quand même cette année. C'est une sortie 2024. Et c'est un roman dans lequel, très court celui-là aussi, on va suivre 3 points de vue. On a d'abord un scientifique qui va sur la grosse île, donc au Québec, là, près de Montmagny-Lillet. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il va travailler sur un projet super secret d'armes biologiques pour l'armée. On a aussi à notre époque, ou peut-être un peu dans le futur, mais pas trop lointain, un homme et son grand-père. Il y a un épisode de canicule à Montmagny. Et il y a un frappe à bord qui est une mouche à chevreuil qui vit sa vie de mouche à chevreuil et qui nous explique pourquoi elle aime tant le sang et tout ça. Elle est très sensuelle, cette mouche à chevreuil. Et j'ai beaucoup aimé ce roman-là. Je vais aussi donner 3,5 étoiles. Les 3 points de vue sont super intéressants. C'est court, ça se lit vite. J'étais prise par l'histoire, là. Pour vrai, ça, franchement, c'était très prenant. La fin est un peu angoissante. Il y a des liens avec le réchauffement climatique, la crise climatique, l'écologie, tout ça là, qui est en train de changer. Par contre, j'ai trouvé que ça finissait un peu raide. J'avais deviné qu'est-ce qui allait arriver au grand-père, mais ensuite, ça se termine, puis on dirait que encore une fois, j'en aurais pris un petit peu plus pour boucler la boucle. On devine en fait des choses qui vont se passer. Il y a des trucs qui sont mis en place, puis on se dit ça ira pas bien tantôt. Mais c'est pas dit de façon très explicite. C'est une fin un peu ouverte, puis je pense que j'aurais aimé ça qu'elle soit un petit peu plus fermée, mais tout de même, ça a été une bonne lecture, comme je disais tout à l'heure, 3,5 étoiles. Ensuite, j'ai lu le 2e tome de la série Finlay Donovan qui s'appelle Finlay Donovan Knocks 'Em Dead d'El Cosimano. J'ai lu le premier livre cet été, j'avais beaucoup aimé ça. Donc, dans ce tome-là, Finlay découvre que quelqu'un veut tuer son ex-mari, le père de ses enfants, et même si elle ne porte pas dans son cœur son ex-mari, comme c'est le père de ses enfants et que c'est pas un mauvais père, elle se dit mais là je veux pas quand même pas qu'il meure, donc elle veut essayer de trouver c'est qui cette personne-là pour stopper ce meurtre à venir. Et en même temps, évidemment, elle doit finir un 2e roman parce qu'elle est écrivaine, Finlay Donovan. J'ai bien aimé ce 2e tome, mais pas autant que le premier. J'ai trouvé que l'intrigue était un peu brouillonne. Ça allait un petit peu dans tous les sens. On dirait que je sentais qu'il manquait une ligne directrice qui était beaucoup plus claire dans le premier roman. Là, on dirait que ça allait un petit peu partout, puis j'étais comme ça s'éparpille. Aussi, j'ai l'impression que l'intrigue était nourrie parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas dites. Alors, bon, ça rend ça un peu... C'est difficile après ça de deviner qu'est-ce qui va arriver parce qu'il te manque des infos. On dirait que je me dis... s'appuyer là-dessus pour résoudre après ça l'intrigue, je trouvais ça moyen. Et l'ex de Finlay, là, franchement, là, le père de ses enfants, quelle merde! Je l'aime vraiment pas. Puis je suis pas très non plus investie dans le triangle amoureux là, ou le carré amoureux autour de Finlay. C'est pas ça, moi, qui m'interpelle là-dedans, donc j'ai quand même été divertie. C'est un livre qui se lit vraiment bien, il y a des bons dialogues, c'est parfois rigolo, parfois un peu cringe, mais ça se lit super bien, c'est très divertissant, là, pour vrai. J'ai passé un moment agréable, somme toute, et je me suis demandé comment Finlay allait finir par s'en sortir, parce qu'elle commence à frayer avec des gens vraiment peu recommandables, puis là, j'ai l'impression que ça s'en va vers ça, vers le tome 3. Je suis pas sûre que c'est le genre de truc qui me plaît tant. Mais bon, on verra si je vais lire la suite ou non. Je lui ai donné 3 étoiles parce que c'était quand même bien. Ensuite, j'ai lu 2 autres policiers de Anthony Horowitz. J'ai lu d'abord The Word is Murder
Et ensuite, The Sentence is Death. Dans The Word is Murder, on va suivre deux hommes qui vont se mettre ensemble pour résoudre une enquête. On a d'abord Daniel Hawthorne, qui est un ancien policier, ancien détective, très antipathique, mais brillant. Et l'autre personnage, c'est l'auteur du livre lui-même, Anthony Horowitz, qui va l'accompagner parce qu'ils font un deal là, comme quoi ensuite Anthony va écrire un livre sur l'enquête qu'il mène pour que les deux en profitent financièrement, dans le fond. Alors, c'est très méta, une mise en abîme assez intense. On va avoir l'auteur qui va suivre l'enquêteur et qui nous parle, qui nous raconte, dans le fond, en même temps, ce qu'il compte inclure ou pas dans le roman qu'on est en train de lire. Parce que ça parle de l'enquête qu'il est en train de suivre et qu'il va transformer en roman qui est finalement entre nos mains. Pour les deux romans, c'est le même principe de cette mise en abîme-là. Il y en a d'autres dans la série que j'ai pas encore lu, mais je vais certainement les lire parce que, spoiler alert, j'ai bien aimé ça. Dans The Word is Murder, on va suivre l'histoire d'une femme qui est la mère d'une star d'Hollywood, un acteur. Et puis là, cette dame-là, elle va un après-midi au salon funéraire pour faire ses préarrangements funéraires et elle est assassinée l'après-midi même. Ça passe à la base pour un cambriolage, mais après ça, les gens se disent c'est vraiment louche, quel hasard qu'elle soit allée faire ce préarrangement l'après-midi même, puis qu'elle soit assassinée, qu'elle soit morte le soir de la même journée. Donc, c'est la première enquête. Et dans la deuxième enquête, on va se demander qu'est-ce qui est arrivé à un avocat spécialisé en droit familial. Il a été retrouvé assommé mort par une bouteille de vin. Bien évidemment, quelqu'un qui tenait une bouteille de vin, mais qui était cette personne? Puis c'est un homme qui ne buvait pas, donc c'était très connu, il ne buvait pas, donc il a été assommé par quelqu'un avec une bouteille de vin et il en est mort. Qui l'a tué? On ne le sait pas. J'ai vraiment aimé ces deux livres-là, le procédé est super intéressant, ça m'a plu au bout de suivre l'enquête, puis après ça, de voir le processus de réflexion de l'auteur qui dit ça je vais le mettre dans le livre, mais ça je ne vais pas le mettre, mais ça je vais le mettre mais de telle façon parce que je veux que les gens comprennent que je n'étais pas d'accord avec ce qu'il a fait. Ça je trouvais ça vraiment chouette. On est vraiment dans des enquêtes de détectives classiques, mais c'est le petit côté de plus, la manière dont c'est traité qui rend ça différent et c'est très divertissant. Les deux personnages de Anthony et de Daniel Hawthorne sont très différents l'un de l'autre, ils ne s'entendent pas toujours, l'auteur nous le dit, et ça aussi c'est le fun à lire. Je passe de bons moments avec ces hommes-là, c'est pas révolutionnaire, moi je suis pas un devin, là, fait que j'arrive pas nécessairement à trouver qui sont les coupables, donc je suis surprise, je suis divertie. J'ai quand même trouvé qu'il y avait des petits trucs un peu redondants là, au niveau des deux livres, entre autres Anthony qui va toujours faire des trucs, puis tu te dis mais c'est parce que c'est pas toi l'enquêteur, toi t'es un auteur, là, connais tes limites, mais ça rend ça quand même divertissant, ça rajoute un petit plus à l'histoire. C'est, comme je l'ai dit, c'est pas révolutionnaire, c'était très agréable, je les ai lus un après l'autre et j'ai passé de bons moments. Donc, je leur ai donné à tous les deux 3.5 étoiles, je crois. Le premier 4 étoiles, parce que j'ai vraiment trouvé que le procédé était novateur. Et le deuxième 3.5 étoiles, de bonne lecture. Ensuite, j'ai lu The Ex-Hex d'Erin Sterling. Donc, c'est une romance qui se passe à l'époque d'Halloween avec un petit côté paranormal. Donc, on est dans une petite ville des États-Unis. Il y a 9 ans, il y a Vivienne qui a jeté un sort pour rire, là, en blague, à son ex Rice qui l'avait quitté, qui lui avait laissé le cœur brisé. Et lui, Rice va revenir 9 ans plus tard dans ce petit village-là pour les festivités de l'automne. Et on se rend compte que finalement, le petit léger sort que Vivienne avait lancé, pas si petit que ça, il a des conséquences graves et ils doivent travailler ensemble pour le rompre et éviter que la ville soit anéantie. Et c'est une petite lecture assez légère, assez rigolote, ça m'a plu. C'est vraiment une romance de deuxième chance avec des personnages qui sont crédibles. Moi, j'ai trouvé que... Je suis pas toujours fan, en fait, des romances de deuxième chance parce que parfois... je trouve pas que les personnages ont évolué, mais dans ce cas-ci, oui, ils étaient quand même assez jeunes, là, début vingtaine ou 20 ans à peine.
quand ils se sont connus puis sont rendus maintenant début trentaine. Là. Alors, ils ont évolué, ils ont un côté d'introspection qu'on ne voit pas toujours, donc là, ça fonctionnait. Il y avait des bons petits dialogues avec du sarcasme, de l'ironie, ça me plaisait. La magie, bon, on s'entend, c'est pas de la grande fantasy, là, c'était assez léger et le sort, ben, tu sais, est-ce que je veux dire, c'est une romance, là. Il y a un happy end, c'est pas si compliqué au final de régler tous les problèmes. J'ai pas trouvé que les enjeux étaient très grands finalement, mais j'ai quand même passé un bon moment. J'ai donné 3 étoiles. Pour le deuxième menu, Automne douceur de vivre, j'ai lu The Paradise Problem par Christina Lauren. Dans cette romance, j'ai lu beaucoup de romances, on dirait que je me reconnais plus. On suit 2 personnages, donc on a Anna et Liam. Ils se sont mariés pendant qu'ils étaient à l'université pour avoir accès à un logement pour couple marié étudiant moins cher. Et 3 ans plus tard, ben là, ils se sont pas revus pendant 3 ans. Puis là, finalement, Liam va faire appel à Anna. Parce que sa soeur se marie, puis sa famille dit on n'a jamais rencontré ta femme. Là, elle dit ouais, mais on est divorcés. Puis elle dit ouais, non, finalement, j'ai pas envoyé les papiers. Donc, il lui demande est-ce que tu peux venir avec moi au mariage de ma soeur pour que je sauve les apparences. Parce qu'il y a une clause, en fait, dans l'héritage de son grand-père qui stipule qu'il doit être marié pendant 5 ans pour avoir accès à son héritage. Et sa famille est extrêmement riche. Ce sont des magnats d'une chaîne d'épicerie, genre. Fait que, voilà. Fait qu'elle accepte et il se retrouve sur une île, je crois que c'est en Indonésie, aux Philippines. C'est un endroit très huppé pour les gens extrêmement riches. Alors, c'est ça la prémisse. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Christina Lauren, c'est 2 autrices, un duo d'autrices que j'aime beaucoup. Je trouve que elles font bien la romance. La romance, elle est importante, elle prend de la place parce que c'est quand même le cœur du roman, mais il y a assez de viande autour pour que ça rende ça pas que de la romance. Il y a les relations humaines entre Anna et son père qui sont importantes, entre Liam et sa famille qui est particulièrement toxique. Donc ça, c'était vraiment intéressant, là, tout ce qui a été installé. C'est une histoire de fake dating, c'est un trope que j'aime. C'était plutôt slow burn, il se saute pas dessus immédiatement. C'est aussi quelque chose que j'aime. Un peu de piment, mais pas trop non plus. Franchement, je pense que la combinaison était là pour que ça fonctionne pour moi. Les personnages, autant nos personnages principaux que les personnages secondaires et qui les entourent, sont très bien dessinés. On comprend très bien les relations toxiques qui existent entre Liam, son père, un de ses frères et tout ça, et pourquoi tout le monde est comme ça. Je l'ai détesté, cet homme, le père de Liam, est épouvantable et j'ai été satisfaite de la fin. Parce que tu sais, dans la vraie vie, les méchants, des fois, s'en sortent, là. En fait, très souvent, les méchants s'en sortent. Et là, on avait une fin très satisfaisante. J'ai beaucoup aimé ça. Et ça m'a plu aussi que la crise des 80%, ça soit pas parce qu'il y a un manque de communication. En fait, la crise des 80%, elle est pas tant autour de Anna et Liam. Un peu quand même, parce que ce sont nos personnages principaux, mais pas que. C'est plutôt des trucs qui sont autour, qui causent la crise des 80%, puis ça m'allait, pour vrai, je trouvais que c'était bien traité, c'était crédible. Tout du long, là, Anna et Liam, ils sont honnêtes l'un envers l'autre, ils nient pas leurs sentiments, ils reconnaissent qu'ils sont en train de développer quelque chose, de nouer des liens, ils se font confiance. Moi, ça, j'ai trouvé ça parfait. Moi, j'ai pas grand chose de mal à dire de ce livre-là. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment pas loin. J'ai donné 4,5 étoiles. Ensuite, j'ai lu le récit Rue du Plessis par Jean-Philippe Plault, qui a été un best-seller cette année. On l'a vu partout. Donc, dans ce... C'est pas un essai, c'est pas un roman. Dans cet ouvrage, Jean-Philippe Plault nous parle de sa famille et de lui. Dans le fond, il est né d'un père analphabète, d'une mère peu scolarisée, à Drummondville, dans une famille ouvrière. Puis finalement, lui, il a poursuivi des études, il est devenu animateur de radio, il est sociologue, puis il raconte en fait son parcours de transfuge de classe. C'est une lecture du Club des Mentis, mais moi je l'ai pas faite à temps, là, je l'ai faite après, en retard. Et je ne suis pas une transfuge de classe personnellement, mais j'ai quand même trouvé des points en commun avec
l'auteur sur certains trucs. Par contre, j'ai surtout vu des éléments qui ressemblent à des gens que je connais, des gens de mon entourage. Je trouve ça super intéressant, ça se lit bien, ça se lit très vite. C'est intime et à la fois général. Je sais pas trop comment l'expliquer parce qu'il nous parle vraiment de lui, mais des choses que tu te dis, c'est pas juste toi qui as vécu ça, certains. Parfois, il y a des commentaires qui semblent banals, mais que finalement, on les reçoit et on fait comme ouf. OK, ça rentre dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'y reconnaître ou reconnaître comme moi des gens qui connaissent. Je pense que ça démontre à quel point l'accès à l'éducation est important. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Je lui donne un 4 étoiles. Ensuite, j'avais mis Rivière aux cartouches de Sébastien Bérubé sur ma liste. C'est un recueil de contes d'histoire du village de Rivière aux cartouches, qui serait comme dans le bas du fleuve. Ça parle de la vie de ses habitants, de rumeurs, de mensonges, de lieux de rencontre, etc. Et je l'ai abandonné après seulement 6% en audio. Et oui, je pense que j'aurais dû réaliser avec le titre, le mot cartouche, mais j'ai pas cliqué. C'est complètement ma faute ici. Mais dès le départ, là, le premier chapitre et le deuxième, on parle d'aller à la grange avec une carabine parce qu'il y a trop de chatons. Alors, vous savez ce qu'il faut faire. Et de deux garçons qui vont à la chasse avec leur père puis qui dépècent un boc. Très détaillé. Et là, j'ai fait non, c'est pas pour moi ça. Je repensais au chaton, puis je me disais, mon Dieu, pauvre chaton. Puis, ouais, non, dépecer un boc non plus, j'ai pas nécessairement envie d'être témoin de ça. Donc, ça a été assez rapide, j'ai décidé de l'abandonner. Mais c'est pas parce que c'est mauvais, c'est juste que je suis pas le bon public. Par contre, après ça, j'ai fait une autre lecture du Club des Mentis en retard, c'est-à-dire Exact de Gabrielle Filto-Shiba. Et ça, là, ça a beaucoup plus fonctionné. Donc, on est au Québec, dans une espèce de... je sais pas, une espèce de situation un peu dystopique québécoise, dans un futur lointain, mais pas trop. Les gens vivent dans des villes qui sont emmurées, ils sont surveillés par le système, par le gouvernement. La forêt a été rasée. Clairement, les changements climatiques ont amené à des situations pas très heureuses, une évolution de la situation qui est assez catastrophique. On va suivre 3 femmes. Donc, on a Exa. On sait pas c'est quand qu'on suit Exa. Elle est enceinte, elle veut pas être prise par le système, donc elle essaie de se sauver. On a Sandrine, qui est une mère de famille qui passe tous ses étés dans le nord sur un projet pour ramener les forêts, donc plantation d'arbres. Et on a Tali, qui est sa fille de 16 ans, qui, pour la première fois, quitte la ville pour aller faire un stage avec elle cet été-là dans cette plantation d'arbres. Et ce livre est formidable. Moi, je l'ai vraiment adoré. Premier coup de cœur de cette vidéo. Je sais même pas s'il y en a d'autres, mais celui-là, c'est un coup de cœur. Je vous le dis tout de suite, 5 étoiles. C'est vraiment intéressant, premièrement, de voir le Québec traité de façon dystopique parce qu'on se reconnaît, tu sais, c'est ça. C'est nous. En même temps, c'est une dystopie qui est pas tirée par les cheveux, là. C'est quelque chose que je me dis, ça pourrait tout à fait arriver, on pourrait tout à fait se rendre là. Les personnages sont presque toutes des femmes, elles sont fortes, elles sont belles, elles sont intelligentes, elles ont des ressources incroyables. Et les thèmes sont puissants, ça parle d'écologie, de pas se laisser contrôler, d'espoir, de résistance, de la force des femmes, de sororité, du savoir ancestral. Et j'ai tout simplement adoré ça. Je vous le dis, 5 étoiles, c'est sûr que ça s'en va dans mon palmarès de fin d'année, c'est certain. J'ai aussi lu The Husbands de Holly Gramazio. Donc ça, c'est une histoire avec une prémisse quand même assez intéressante. On a Lorraine qui revient chez elle un soir et Lorraine, elle est pas mariée dans la vie, mais là, elle arrive chez elle et elle est accueillie par son mari. Puis là, ben, elle sait pas trop ce qui se passe, elle s'habitue à cette nouvelle réalité-là, et puis son mari s'en va au grenier. Il y a un flash de lumière. Et puis là, c'est un autre mari qui redescend du grenier. Et là, les maris se mettent à défiler. Et Lauren sait pas trop ce qui se passe, se pose beaucoup de questions et doit trouver une solution à tout ça. Et ce roman-là, il commence fort, ça commence rapidement, on est tout de suite dans l'intrigue. La prémisse, comme je l'ai dit tantôt, est super intéressante. Moi, j'ai trouvé ça excellent comme idée. Et dès le départ, là, les maris se succèdent à un bon rythme.
nous aussi on est déstabilisés, on se pose autant de questions que Lauren. Et à la moitié du livre, il y a un événement qui arrive qui, moi, m'a complètement prise par surprise. Et là, j'étais, mon Dieu, que se passe-t-il, que se passe-t-il? Très investie. J'ai vraiment beaucoup aimé ça jusqu'environ aux 3/4, mais j'ai pas été tout à fait satisfaite ou comblée par la fin. On dirait qu'il me manquait le processus émotionnel de Lauren, comment elle se sentait là-dedans, dans sa tête. On le savait, ça nous était dit, mais on dirait que j'avais pas assez d'émotion qui allait avec ça. Elle se rend quelque part, elle aboutit quelque part, je l'ai compris, mais comme je vous dis, tu sais, je le sentais pas dans mes tripes, pourquoi elle faisait ce choix-là. Donc, au final, je lui ai donné 3 étoiles. Le dernier menu, c'était Automne crépusculaire. J'ai lu des livres là-dedans, mais comme je vous disais plus tôt, ce sont des livres dont je vais vous reparler dans d'autres vidéos thématiques. Alors là, je vais aller dans mes lectures hors challenge. J'ai lu 2 livres dont je vais absolument vous parler. Le premier, c'est L'alimentation intuitive, c'est quoi? De Marjolaine Cadieux, que j'ai quelque part ici, ou à moins que je l'ai prêté à ma mère. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est un guide pour comprendre c'est quoi et qu'est-ce que ce n'est pas l'alimentation intuitive, comment on peut l'intégrer dans notre vie. C'est une nutritionniste, Marjolaine Cadieux. Elle nous présente cette alternative à la culture omniprésente des diètes. Elle nous donne autant de la théorie que des exemples concrets. Et pour moi, c'est important de faire cette lecture-là parce que j'en ai déjà parlé ici, là, mais j'ai lu Anti-diète récemment. Et j'ai été vraiment soufflée par ce livre-là. Je l'ai adoré. Et j'avais besoin, parce que dans Anti-diète, on est beaucoup dans le pourquoi la culture des diètes existe, puis à quel point elle est négative, mais on n'est pas dans le après ça, toi, si tu veux faire de l'alimentation intuitive, ben, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, comment tu dois le faire. Donc, j'avais besoin de ce livre-là pour ça. C'est un livre québécois en plus, je l'ai acheté lors du 12 août. C'est sûr que ça reste un livre général pour tout le monde. Ça peut pas remplacer un travail individuel qu'on fait chacun notre bord avec soit un psychologue, un nutritionniste, les deux. Parce que des fois, il y a beaucoup de choses à démêler dans notre relation avec la nourriture. Mais pour moi, je pense que c'est un bon début, c'est une base. Un complément à Anti-diète qui m'a donné un peu plus d'informations. C'est écrit avec beaucoup de bienveillance et de l'humour. C'était vraiment très chouette à lire. Je lui ai donné 4 étoiles parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ça et je crois que je vais y revenir en fait fréquemment. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est un album jeunesse qui s'appelle Nutrimitte, un bain de forêt, qui a été écrit par Mélissa Molène-Dupuis et illustré par Élise Gravel. Donc dans cet album-là, Mélissa, elle nous amène au cœur de la forêt, elle décrit le territoire qui est si important pour sa nation, je crois qu'elle est Innu, si je ne me trompe pas, Mélissa Molène-Dupuis, et en fait le territoire qui est important pour toutes les Premières Nations du Canada. On va apprendre sur les lieux, sur les activités, les animaux, les saisons, et on nous donne du vocabulaire, des termes Innu pour savoir comment tout ça s'appelle. C'est vraiment un très bel album, c'est assez simple pour que les enfants puissent y trouver un plaisir, c'est beau, mais c'est aussi plein de trucs dont les adultes, en fait plein de trucs que les adultes peuvent apprendre. Il y a une touche d'humour, puis c'est d'Élise Gravel, donc les illustrations sont vraiment agréables, super chouettes. C'est une très belle façon d'en apprendre plus sur la culture des Premières Nations. J'ai donné 4 étoiles. Et là, j'ai plus de batterie. Alors, je vous laisse là-dessus. Venez me dire dans les commentaires si vous avez lu un des livres dont j'ai parlé, s'il y en a qui vous font envie, si vous avez participé au Pumpkin Autumn Challenge. Si vous êtes rendu jusqu'ici et que vous ne savez pas quoi me dire dans les commentaires, laissez-moi une petite feuille d'automne ou une pile de livres. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye!